accent québécois. Erreur, accent normand de 1663. Nous, on a conservé et on n'a pas altéré la langue, contrairement à vous. Respect. Donc, moi, c'est Richard Mongeau, c'est marqué étudiant à la Védrie, c'est pas une erreur. Je suis arpenteur, géomètre, chef d'équipe à la retraite de la ville. Puis ma femme n'est plus capable d'entendre parler de mon projet de retraite. Donc, vous êtes là pour m'écouter cet après-midi. Je suis accompagné de Simon Gignac, qui était mon précieux collaborateur, qui a pris mon poste à la ville. Puis on fait, ensemble, on termine un projet important pour l'écologie, les changements climatiques à la ville de Montréal. Donc, le titre, en fin de compte, c'est le résumé de ma recherche. Plus simplement, c'est le développement d'un système pour faire le suivi des températures de surface, des matériaux qu'on met maintenant dans les parcs et dans les rues de Montréal, dans des sites dits résilients. La présentation là, va cheminer à partir de la motivation institutionnelle, le projet de recherche, comment qui est organisé, les sites d'études principales, puis ensuite on va vous montrer, c'est un cas d'usage, la collecte de données des conditions physiques puis thermiques à 3 étapes du site d'études. Avant la construction en 2016, après la construction en 2020, puis en exploitation en 2024. Puis après ça, on va vous présenter là, un paquet de données puis de concepts dont on croit qu'ils doivent se retrouver en finalité dans un jumeau numérique. En 2010, la ville de Montréal a subi une canicule importante. Il y a eu 106 morts. Fait que ça tue bien du monde, mais ça a réveillé l'organisation municipale. 2012, des pluies intenses, les rues de Montréal sont devenues des rivières, comme on voit parfois en France. Puis là, la ville a préparé un plan d'adaptation au changement climatique qu'elle a publié en 2015. Puis dans ce plan-là, il présentait une carte identifiant les îlots de chaleur intra-urbains de surface présents sur le territoire. Puis ça avait été généré à partir de données satellitaires. Puis c'était une carte assez simple qui représentait 28% du territoire. En 2016, la ville présentait un plan de développement durable dans lequel elle souhaitait la planification de l'intervention de mitigation pour réduire les îlots de chaleur, puis à partir de quantification d'indicateurs de développement durable. En même temps, on nous demandait, à moi et Simon, de produire avec des chercheurs universitaires en géographie une carte de la thermographie de surface de l'ensemble de l'agglomération de Montréal, à partir d'un volet. Donc, par la suite, il y a eu le plan climat à Montréal. Puis le plan climat avait une des priorités, c'était réduire les îlots de chaleur dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens de Montréal. Fait que il suscitait les chercheurs universitaires pour développer un système pour faire ce suivi-là d'une façon annuelle. C'est ce projet-là que j'avais commencé à travailler avec des chercheurs. Puis avant de prendre ma retraite, la direction m'avait demandé, si, M. Mongeau, si les chercheurs ne finissent pas le projet de recherche, qu'allez-vous faire? Bien, je vais prendre ma retraite et je vais les finir moi-même le projet de recherche, ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, je suis à l'ETS, l'Université du Québec, l'École de technologie supérieure, puis avec la Ville de Montréal, on poursuit le projet, puis on a trouvé une solution de praticien en géométrie, puis une solution qui s'intègre à l'ensemble des étapes d'un projet de la Ville pour mettre à jour les données. Fait que c'est une méthode de recherche en sciences de la construction, puis dans le plan climat, il y avait 12 problèmes aussi auxquels je voulais m'attaquer. C'est-à-dire la problématique d'identifier les surfaces minérales et végétales, puis d'y associer des propriétés physiques aux surfaces. L'hypothèse que j'ai dit aux chercheurs, je suis capable de réaliser ce projet-là en autant que la solution, ce qui s'intègre à la pratique municipale, parce que je sais très bien autrement, elle ne sera jamais adoptée par les gens, les fonctionnaires municipaux. Fait que c'est une solution multi-échelle qu'on va vous présenter, un cas d'usage. Avant d'aller plus loin, là, définition, îlot de chaleur intra-urbain de surface, mais intra-urbain à l'intérieur de la ville. Îlot de chaleur, différence de température entre la surface d'un site puis un comparable. Puis le comparable, c'est l'environnement immédiat. Les géographes à Montréal
dans les différents projets, pas seulement qu'à la ville, ont l'habitude d'observer la température moyenne de l'agglomération comme surface, comme référentiel. Lorsqu'on a fait la cartographie des îlots de chaleur des arrondissements, on s'est servi de la moyenne des parcs, la température moyenne des parcs, pour qualifier qu'est-ce qu'était un îlot de chaleur. Puis lorsqu'on a fait le projet dans le site particulier, à partir du levé complet du parc, je me suis servi de la moyenne de la végétation du parc. Puis quand j'ai fait des levées secteur par secteur avec un arbre en référence, je me suis servi de l'arbre comme étant le référentiel. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Dans un site d'études qui est le site Outremont, le premier projet de développement durable de la ville de Montréal. Le but premier de la ville était de réduire le ruissellement des eaux de surface dans ce secteur de Montréal. C'est un point bas de Montréal. Avant, c'était une friche industrielle. Puis les eaux de ruissellement, les égouts pluviaux étaient saturés. Fait qu'il fallait s'assurer de mettre sur place des matériaux qui étaient pour retenir l'eau. Ils ont mis toutes sortes de types de matériaux que j'ai classifiés en différents types d'actifs d'infra. Ils ont mis des infraverts de type des jeux d'enfants avec du paillis. Ils ont mis des infrarouges pour retenir de l'eau, genre des jardins d'eau avec des roches de plantation. Puis ils ont cherché aussi à élargir les trottoirs de couleur pâle, claire, afin de diminuer l'apport des chaussées d'enrobés noirs dans la problématique des îlots de chaleur. Leur but, c'était de rétention d'eau, mais aussi de ne pas créer d'îlots de chaleur. Au départ, c'était une friche industrielle. Pour faire le suivi de l'évolution des îlots de chaleur, il fallait partir du temps zéro de ce projet-là. Ça donnait bien. On avait une donnée historique en 2016 montrant les conditions physiques et thermiques. En temps normal, il y avait une vidéo. Je ne sais pas si je la défile un premier coup. On fait signe patienter. Ah ouais, peut-être la partie manuellement. Si on met la souris sur l'image, possiblement, il y a un petit triangle à faire jouer qui va apparaître. Sinon, on peut faire comme ce matin, la rouler rapidement et revenir. On s'excuse de l'Internet. Vas-y jusqu'au bout, puis on va la repartir, puis ça va fonctionner. On va y aller. Vous allez voir, ça c'est la technologie. On le fait rouler une fois, il prend en mémoire, puis après, ça va être nickel. Voilà, la magie. Bon, ce qu'on voit ici, c'est la maquette de base aux normes CITES-GML LOD2 du centre-ville de Montréal. Il y a deux thématiques qui ont été mises, une thématique d'une imagerie aérienne et une thématique ici de thermographie de surface. Pour générer cette maquette-là, mais pour générer aussi les données qui sont présentées dans le cas d'usage, il y a 3 vols aériens qui ont été effectués en 2015 et en 2016 pour produire les différentes données. En 2015, il y a eu un vol LIDAR par avion de toute l'agglomération de Montréal. L'agglomération de Montréal, c'est 14 municipalités liées à la ville de Montréal, un territoire global terrestre de 500 km². Printemps 2016, il y a eu un vol aérien avec une caméra multispectrale, donc RGB, couleur, plus la bande infrarouge. Et l'été 2016, il y a eu un deuxième vol aérien avec une caméra hyper spectrale, 96 bandes, et une caméra thermique. Et la nuit suivante, on a fait un deuxième vol de nuit seulement avec la caméra thermique. Donc toutes ces données-là, à quoi elles servent? Ils servent à avoir de l'information et caractériser le territoire. Bien sûr, on peut générer une orthophoto. Bon, en 2016, c'était une orthophoto sans feuilles, 6 cm pixels, mais on peut rajouter des éléments de compte, des compléments d'information qu'on a. Donc, l'inventaire de voirie, les bâtiments 3D, la canopée, le cadastre, etc.
Avec la captation multispectrale, avec la bande d'infrarouge, on est capable de détecter la végétalisation. C'est une donnée sans fleuve, donc c'est vraiment la végétalisation du sol pour avoir une cartographie minérale végétale, mais on l'a complémenté avec les bases de données qu'on a à l'interne, donc soit les empreintes des bâtiments, mais aussi avec l'inventaire de la voirie. L'inventaire de la voirie, c'est un inventaire qui est mis à jour de façon quotidienne, une équipe dédiée à ça, et dans cette donnée, on a aussi les types de matériaux qui composent l'inventaire de la voirie, donc du béton, l'asphalte, le pavé, etc. Donc, on a une cartographie minérale végétale. On a cette donnée-là au niveau de l'agglomération, mais bien sûr, on peut la ramener au niveau de la ville ou de l'arrondissement et des projets réels. Et afin de sortir différents indicateurs, donc ici on a un indicateur minéral, végétal et de canopée avant le début du projet du parc. Caméra thermique, donc on a eu le vol de caméra thermique par avion. La donnée qu'on avait avant, c'était la donnée satellitaire à 30 mètres d'échantillon le pixel. Là, on est tombé à 2 mètres le pixel le jour. Donc, on est tombé à l'ordre métrique. Il y a un effort particulier sur la cartographie thermique qui a été fait, c'est de rectifier l'imagerie sur le modèle numérique de surface des bâtiments. Pourquoi? C'était pour corriger l'angle de captation qui tombait souvent dans la rue. On voulait le ramener sur les bâtiments afin de cartographier la température de surface au bon endroit. Par la suite, on peut bien sûr ajouter les différentes thématiques, cadastre, etc. À chaque jour qu'il y a eu une captation thermique de jour, la nuit suivante, on a fait une captation thermique de nuit. Le but, c'était de pouvoir cartographier la capacité des propriétés physiques de récupérer sa fraîcheur. Et avec cette donnée-là aussi, on a pu calculer l'albédo. Donc, l'albédo, c'est la réflectance lumineuse du soleil, selon les propriétés des matériaux. Vous avez compris pourquoi je me déplace jamais dans des présentations sans Simon. C'est toujours intéressant, les enjeux de technologie. Fait de l'ensemble des données qu'on a générées, là, autant des conditions physiques, des conditions thermiques, on est en mesure, après ça, d'avoir de l'information. L'information, dans ce cas-là, l'îlot de chaleur intra-urbaine de surface. On s'est servi de la moyenne des pâtes, puis on a fait un différentiel avec les autres types de surface. Vous voyez la classification à droite, là. Il y a une zone de tolérance, ça c'est l'imprécision de la mesure, puis des zones plus ou moins rafraîchies, chaudes, puis lorsqu'on tombe dans les couleurs orange foncé et rouge, c'est ça un îlot de chaleur. Il y a une partie du territoire qui l'est, puis ça nous a permis aussi de fournir des données aux gens de la transition écologique pour continuer à alimenter leur base de données à une qualité de 25 mètres de résolution. Puis là, eux autres, ils font un suivi dans le temps avec des données satellitaires de l'îlot de chaleur sur le territoire de l'agglomération. Là, avec les deux types de caractérisation, minérale et végétale, puis avec la thermographie, bien, autant pour la rue projetée que le parc, on est capable d'aller classifier, d'aller mettre l'information de quelle valeur d'intensité d'îlot de chaleur on est en présence. Fait il faut remarquer que c'était une friche industrielle, fait que c'était beaucoup de minéral genre roche, puis un peu de végétation arbustive. Puis on voit qu'avant, lors de cette température de 29 degrés, là, il y avait une importance quand même de plus en plus des matériaux à amener une chaleur. Dans le secteur voisin au sud, on voit très bien que les bâtiments, les toits des bâtiments à Montréal créent des îlots de chaleur. Vous les avez en couleur orange. Puis il y a même un bâtiment qui a une couleur rouge foncée. Donc, les données de mètres de résolution nous permettent d'associer à ces structures-là des chaleurs importantes. On voit très bien l'effet de la canopée qui est en gris. Avec nos données métriques, on satisfaisait les gens des parcs qui voulaient avoir l'effet que faisait le plan canopée, l'implantation d'arbres, sur la problématique des îlots de chaleur. Vous remarquerez que du côté des géographes, lorsqu'ils prennent la donnée, ils le remettent à 25 mètres de résolution, ils perdent l'analyse de l'effet de la canopée et des toits. Ils ne peuvent pas faire un suivi adéquat des îlots de chaleur parce qu'ils viennent de perdre l'acuité qu'on avait du territoire avec une donnée métrique. Fait que le défi après, pendant le projet d'aménagement, c'était de générer une donnée mise à jour. Là, Simon s'est servi du drone.
Donc, bien sûr, pour mettre à jour la donnée, bon, on ne peut pas faire voler d'avion à chaque semaine. Donc, on a utilisé le drone. On a fait voler un drone avec une caméra double capteur. Il y avait un capteur RGB et un capteur thermique sur le drone. On a fait le même processus, un vol de jour et un vol la nuit suivante du drone. Les produits dérivés de cette captation-là par drone, on a une orthophoto 2 cm pixels et 2 thermographies de surface de jour et de nuit 10 cm pixels. Donc on est passé de l'ordre métrique à l'ordre décimétrique pour la thermographie de surface. Pour le positionnement géographique, on a mis des points de contrôle et on a aussi fait des levées au pistolet laser avec un thermomètre laser sur le terrain pendant l'accession de la donnée pour valider la température captée par la caméra. Donc, on a une image du territoire auquel on associe, en analyse, plein de plans générés pendant la conception du projet. Puis là, le point clé, le point crucial. Dans les villes, lorsqu'il y a des projets urbains, il y a plein de plans qui sont réalisés par des arpenteurs eux-mêmes et des ingénieurs en avant-projet, des plans topographiques, des plans et profils. Puis après ça, il y a des plans de conception qui sont faits en préliminaire par des architectes paysagistes, puis il y a des plans d'ingénierie qui sont faits de conception finale. Fait que c'est une banque de données d'une grande richesse, puis qui est très dispendieuse pour une organisation municipale. Bien souvent, une fois que le projet est réalisé, ces données-là sont mises de côté, puis on ne les regarde plus. Puis quand on arrive après au tel que construit, on doit refaire un relevé, financer de nouveau, ce qui arrive rarement, pour retenir pas mal la même donnée qui avait été conçue. Fait que le défi était de comment vérifier le tel que construit rapidement. Fait qu'à la ville, pour les actifs d'avoirie, souvent, c'était avec des levées GNSS ou GPS en mode ATK. Puis là, avec le captage de drone par Simon, on peut facilement, d'une précision centimétrique, vérifier si la conception a été bien implantée, puis tirer profit de la richesse des données qu'il y avait dans ces documents-là. Les actifs de voirie depuis 2005 sont inventoriés par une méthode semblable pour l'ensemble du réseau de la ville de Montréal. Puis c'est une donnée incroyable. C'est une donnée géographique dans laquelle on a des dates de construction, des types de matériaux, des superficies. Fait que j'ai voulu employer cette méthode, ce modèle de données-là C, que moi, j'ai géré à l'époque, maintenant Simon gère, puis l'appliquer pour les projets urbains, donc dans les parcs et autres types de sites. Là, ensuite, on peut générer à partir de l'ensemble de ces informations-là, encore, une caractérisation de ce qui est minéral et végétal. Si vous voyez bien, dans la rue, c'est traditionnel, 95% des surfaces sont minérales. La canopée est de très faible pourcentage. Puis dans le parc, pour un parc résilient, on y a mis beaucoup de surfaces minérales, beaucoup de pavés de béton, même du béton coulé sur place, la maladie du béton. Fait que les gens ne veulent plus avoir de colle bleue qui vont aller faire l'entretien du gazon ou des plantations. Ils veulent une solution simple, mais ils mettent du béton. Quand on caractérise avec la température de surface mesurée par drone, malheureusement, au mois de septembre, à une température de l'air de 19 degrés, on voit qu'il y a un effet de réchauffement seulement pour la chaussée puis la traverse de piétons en paix. Puis le reste du secteur semble être un îlot de fraîcheur. Le défi, je manque encore de temps. Le défi, il fallait trouver une façon plus simple que le drone en levée thermique pour faire le suivi de l'exploitation. Ça demandait une logistique importante pour les données thermiques, puis en même temps, on voulait profiter du drone pour caractériser les conditions physiques. Donc, depuis la création du parc en 2020, il y a un vol de drone avec une caméra couleur RGB conventionnelle, un vol de drone par année qui est effectué. Avec ce vol de drone-là, on peut générer des orthophotos à une résolution de 1 cm pixel pour faire le suivi du territoire, mais aussi, par autocorrélation, on peut avoir un nuage de points photogrammétriques 3D qui nous permet d'analyser le territoire en 3D. Cette information, ce nuage de points photogrammétriques, il nous sert à quoi en particulier? Bien, il nous sert à
faire un suivi de la végétation. On sait que c'est bien connu pour limiter l'ISO de chaleur au créer un niveau de fraîcheur, la végétation est la solution la plus efficiente. Ici, en 2020, la première acquisition, le parc est fraîchement inauguré. Regardez dans cette fourche la grosseur de l'arbre qui a été planté. Bien, en faisant un vol à chaque année, bien, on voit la végétation avoir sa croissance. Et pourquoi c'est important de faire ça? C'est pour être capable d'avoir de l'information sur ce lieu-là. Un arbre à Montréal ne pousse pas comme un arbre ici à Caen, mais un arbre dans un parc de Montréal ne pousse pas comme un arbre au centre-ville de Montréal dans une fosse d'arbres. Donc, on peut suivre la végétation en 3D et aussi mettre à jour la canopée de façon annuelle. L'application du drone, ce type de levier-là, c'est très rapide. Hein? Moins de 10 minutes sur les lieux, puis il y a une logistique à faire avant, pas tellement élaborée. C'est relativement simple à chaque année suivre la canopée, puis vous le voyez, en 2020-2024, il y a une croissance assez rapide de la canopée. Absolument, l'arrondissement Outremont, la canopée couvre 30-40% des surfaces des parcs. C'est pas du tout le cas. On va le suivre au cours des prochaines années pour s'assurer qu'il y a une évolution normale. Puis là, donc, il n'était pas question de prendre le drone pour faire des mesures thermographiques. Puis comme vu arpenteur au maire, j'ai dit, tiens, je vais essayer une caméra thermique portative. Ça demande de se déplacer sur le terrain et prendre des mesures au niveau terrestre. Vous me voyez là, avec un carton blanc, de l'autre côté de la rue, je montre la portée de la caméra thermique, puis je m'assure qu'il y a un arbre dans chacune des photos. Puis ça devient mon référentiel, surtout le jour. Le jour, l'arbre là, est relativement frais, puis là, vous voyez la chaussée, comme elle est rouge, là, elle est à peu près à 15 degrés de plus que l'arbre. Puis vous voyez l'effet de l'arbre, de l'ombre de l'arbre sur le trottoir et sur la chaussée. Vous voyez le trottoir de béton en orange. Fait que finalement, ça devient comme un gris de pain. On s'en rend pas compte, mais pendant la journée, en canicule, on est en train de crier. On a fait ça jour et nuit. Puis là, j'avais le défi de faire le relevé rapidement et avoir une géolocalisation aussi très rapidement. Fait que je me suis servi d'une vieille méthode d'arpentage qui s'appelle les lignes d'opération. On fait une ligne d'opération puis des sections transversales. Puis la caméra thermique était très précise. Je m'assurais de la calibration avec un contrôleur thermique. J'étais à 1 degré de précision. Puis j'avais aussi un capteur connecté en dynamique pour suivre l'évolution de la température de l'air à chaque moment des levées. On a accompagné ça quelques semaines plus tard avec un levé statique des principaux matériaux minéraux de l'albédo. Vous voyez le type d'analyse qu'on peut faire pour chacune des photos. Fait qu'il y avait 300 photos à analyser. Je mets la caméra, je mets le référentiel sur l'arbre, puis je peux voir le différentiel sur les autres polygones de matériaux que j'ai délimités. Puis là, je peux faire une analyse statistique sur de quelle façon la chaussée ou les trottoirs sont plus chauds que la végétation arboricole. Puis dans une situation caniculaire, c'est assez important. On parle au moins 15 degrés. Quand on met ça dans les résultats sur une carte, on s'aperçoit que tout ce qui est béton, autant pavé que trottoir, réchauffe autant la rue que le parc. Que les chaussées d'enrobé noir, c'est très chaud aussi, c'est un niveau de chaleur important. Puis, surprenamment, là, il y a des situations surprenantes. Il y a un genre de surface circulaire, je n'ai pas le laser, là, mais qui est orange foncé, c'est le pays, c'est le jeu d'enfant. Le jeu d'enfant, pendant que la température de l'air est à 30 degrés, le jeu d'enfant est à 48-50 degrés. Fait que pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas d'enfant qui va jouer là. J'étais là présent, puis il n'y a personne qui allait jouer là. Fait qu'il y a eu, disons, il y a un ajustement à faire éventuellement avec le type de matériaux qu'ils mettent en place, même si c'est un matériau végétal. Puis vous voyez, il y a beaucoup de gris. Le gris, c'est souvent du gazon de la plantation. Puis il y a une grande surface jaune, mais c'est du gazon qui n'a pas été suffisamment humidifié. Il n'y a pas d'arrosé, le gazon. Fait que le gazon, il vient très sec. Puis regardez, il est générateur pas loin de l'îlot de chaleur. Fait que c'est tous des concepts qui ne sont pas innovateurs, mais tant qu'on ne le cartographie pas, les gens ne vont pas en plein constat. N'est-ce pas, M. Niguelas, vous êtes d'accord? C'est ça que je me dis. Fait que là, en finalité, vous voyez, je
Je me suis servi d'un inventaire des actifs d'infra vert, gris et bleu. Puis on a cartographié les données minérales, végétales avant construction, après construction, puis la thermographie aussi. On peut faire un suivi quantitatif, scientifique de l'état des lieux, puis de montrer ça à des gestionnaires, puis à des gens qui font le maintien des actifs pour dire, bien, veuillez, s'il vous plaît, peut-être vous ajuster par rapport à la situation. Fait que là, pour vérifier nos méthodes de captage qui soient jugées intègres par les scientifiques, on a fait des validations sur d'autres sites, entre autres le stationnement du Jardin botanique de Montréal, qui est, de façon paradoxale, un îlot de chaleur dans l'îlot fraîcheur du Jardin botanique. Fait qu'on a pu comparer les méthodes, les données obtenues par vol aérien, autant avion que drone, avec la caméra thermique, puis s'assurer de la valeur de nos analyses, puis de la qualité de nos collectes de données. Puis on a fait aussi un test près de l'université que je fréquente, l'ETS, sur l'avenue Murray. Puis on se trouve d'un canyon urbain, puis on a rencontré un problème qui est l'ombre générée par les bâtiments. Puis comme je le fais depuis des années, j'ai dit, Simon, trouve-moi une solution à ça. Hervé, je l'avais dit que ton traducteur a du mal avec le québécois. Richard m'est arrivé avec l'idée, l'ombrage crée un enjeu dans la solution. On connaît bien les outils de géomatique qu'on peut simuler un ombrage à une heure précise, un lieu sur la planète, une journée dans l'année. Mais là, l'enjeu, c'est avoir une information plus complète. Donc, ici au centre-ville de Montréal, on l'a fait pour l'agglomération complète. On a généré l'ombrage à chaque heure et on l'a cumulé dans une pixel de résolution d'1 mètre. Fait que aux 2 solstices et aux 2 équinoxes, on a fait l'exercice et on est capable, à ces 4 époques-là, de dire à quel endroit il y a combien d'heures d'ensoleillement ou d'ombrage, vice-versa. Donc, on vient cumuler l'ensoleillement depuis la maquette 3D du territoire. Si on regarde ici sur la rue Murray, à côté de l'école de technologie supérieure, c'est une rue piétonnière. On est au solstice d'été, il y a environ 8 heures d'ensoleillement par jour. Puis d'ensoleillement direct. Mais quand on regarde la nuit, au solstice d'hiver, il y a moins de 2 heures d'ensoleillement dans la même nuit. Donc, la modélisation 3D et la projection solaire a un impact important dans la caractérisation des matériaux pour les îlots de chaleur. Donc, notre artefact est un modèle C 3D de l'état des lieux, thermique puis physique. Bien, il y a toujours moyen de l'améliorer, puis ça va être la prochaine étape, d'y ajouter le paramètre des ondes. Les chercheurs que je fréquente depuis quelques années me disaient de quelle façon tu innoves avec ton projet de recherche. Fait que j'ai fouillé dans la littérature scientifique, puis curieusement, lorsqu'ils font des mesures thermiques ou autres, très rarement ils utilisent la géométrie pour faire leur analyse ou même pour faire leur saisie d'une façon rigoureuse. J'ai innové avec mon projet et mes confrères sur la donnée en utilisant les technologies de la géométrie pour collecter des données, des conditions physiques et thermiques en cohérence, en résolution, en exactitude avec l'échelle d'intervention lors d'un projet urbain. On s'adapte à l'échelle qu'on a besoin, qu'on trouve les technologies valables. En information, on utilise le SIG de la géométrie pour associer des températures à des surfaces, minérales et végétales dans ce cas-là. Puis j'ai pris les données CIM, Civil Information Modeling en français de France, puis j'ai pu faire une association valable. Fait que là, c'est encore une innovation dans le domaine des mesures thermiques, ça n'avait jamais été fait. Puis après ça, en connaissance, l'analyse spatiale du SIG pour vraiment quantifier des indicateurs de performance thermique. Fait que l'ensemble de ces données-là, puis cette procédure-là, dans un inventaire des actifs avec un SIG, ça amène une compétence puis un savoir-faire pour le suivi des îlots de chaleur intraurbains, ce qui était le but du plan climat. Mais c'est une donnée statique, à une époque. Fait que comment cette donnée-là, cette situation-là se retrouve à se répéter dans l'année? On avait la chance d'avoir un capteur de l'air connecté. Fait qu'on peut voir, en fonction
surtout du déroulement de l'été, à quel moment les situations caniculaires se présentent, à quelle fréquence. Puis on peut, après ça, dire au gestionnaire, bien, à chaque fois que 29 degrés, qu'on a capté à tel coin de rue, ben, tu as une situation caniculaire qui correspond au constat. Fait qu'on a un ensemble de données, d'informations, de plans, de documents. Puis comme arpenteur, je vais mettre 32 ans d'expérience à la ville, c'est un paquet de dossiers, de répertoires à toutes sortes d'endroits. Puis il y a une donnée en temps réel qui rentre, puis qui va dans un serveur. Fait que le jumeau numérique, l'ombre numérique, c'est l'objet que j'y donnerais. Fait qu'on a commencé à travailler là-dessus. C'est de prendre l'ensemble de cette information-là, puis colliger ça dans un outil unique. Puis depuis le début, on vous parle de jumeaux numériques et tout ça, puis avec un capteur connecté, ben, on va laisser place à une petite vidéo, 2 minutes 30, pas trop long, qui va vous montrer les différentes données dans un jumeau numérique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y a plein de questions. Alors, vous n'hésitez pas à vous présenter, évidemment, et puis vous n'hésitez pas à avoir l'accent aussi québécois, ça fait partie des questions. Bonjour à tous, Floris Limousi de Dassault Systèmes. Donc déjà bravo, parce que c'est super intéressant. J'avais une question qui serait plus pour l'après. Comment est-ce que la ville pourrait utiliser les résultats de vos simulations, de vos études, pour prendre des décisions sur les projets, etc. de la ville? Ben, tu l'as vu, hein, il y avait des matériaux comme le pays qui est mis en place, il y a un retour qui se fait auprès des urbanistes de la ville, les architectes paysagistes, pour leur montrer le résultat de ce type d'implantation-là. Puis éventuellement, là,
ces données-là deviennent comme des données de contrôle. Puis ils peuvent servir dans des modélisations comme le logiciel Envy, -MET, là, je ne sais pas si vous connaissez, là. Puis on en a fait un certain test, cet outil de simulation-là, mais souvent ces outils de simulation-là, ils n'ont pas de données de comparables puis de données de calage des résultats. Fait que ces données-là peuvent servir à des gens qui voudraient faire une modélisation. Fait que, à partir de ce modèle-là, des résultats, ils peuvent s'assurer de calibrer leur outil de modélisation. Il y avait d'autres mains qui s'étaient levées. Bonjour, Louis Maquier, donc chargé de mission photogrammètre à la métropole de Lille. Moi j'avais plus une question qui serait liée à la généralisation de l'étude que vous avez faite à l'ensemble du coup de la ville de Montréal. Et est-ce que vous avez du coup déjà des perspectives sur la mise en place, parce qu'on voit des différents types de données qui sont déjà à l'échelle de la métropole complète, de la ville complète. Oui. Et comment vous allez réussir à, j'imagine, classifier par exemple les différentes classes minérales avec ces types de données pour avoir des rendus similaires à ce que vous avez eu sur ce projet-là spécifique? Comme tu l'as vu, Simon, lui, tient à jour en ce moment l'ensemble des données que tu as vues, là, orthophotographie, maquette, mais la thermographie, on a l'agglomération en 2016 au complet. Les surfaces minérales et végétales, approche-toi, Simon, ils ont été faits point de vue matriciel pour l'ensemble de l'agglomération en 2016. Puis là, il va vous dire qu'est-ce qui tient à jour. Ouais. Nous, on est un service central à la ville, donc on a des demandes internes-villes, soit d'arrondissement ou de d'autres services centraux. Et il y a le BTR, Bureau de transition écologique et résilience, qui est un de nos gros clients pour ces thématiques-là. Pour le minéral végétal, on a eu une mise à jour une première fois en 2016. Mais là, présentement, on est en train de la mettre à jour avec la donnée 2022 qu'on a aéroportée avec la même méthodologie. La canopée, notre client, c'est le service des grands parcs de la ville. On est sur un cycle de 4 ans pour le suivi de la canopée à l'échelle de l'agglomération. L'inventaire de la voirie, on a une équipe permanente de 4 personnes qui met à jour l'inventaire de la voirie, donc avec les relevés GTSS terrain au besoin. Après, pour comme la donnée thermique, bon, ça a été un gros financement à aller chercher pour faire ça en 2016. On a failli avoir un financement pour le faire en 2025, finalement, on ne l'a pas eu. Donc, on fonctionne vraiment par projet phare de la ville pour l'administration, pour aller faire des mises à jour par drone, juste pour les petits. Avoir une maquette ou ce type de données-là à l'échelle de la ville au moment que je vous parle, c'est pas possible, autant par manque de ressources humaines que je vous dirais par capacité aussi physique logicielle. Mais c'est pour ça qu'on fonctionne par projet phare de l'administration. D'accord. Et j'avais une autre question, ce qui est plus lié à un certain type de données. J'ai vu que vous avez parlé à un moment de caméra hyperspectrale. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve, en tout cas pour le moment, très rarement dans un usage au niveau des collectivités. Et je voulais savoir comment vous êtes du coup dirigé vers ce type d'acquisition. Est-ce que c'est un métier qui est venu vous proposer cette idée ou c'est quelque chose qui est venu en interne? C'était le professeur François Cabayas au département de géographie de l'Université de Montréal, un collaborateur qui souhaitait utiliser cette donnée-là, puis qui avait été couplé à une caméra thermique en 2016, puis il y avait 90 bandes de mémoire. Là. Puis de cette imagerie-là, on a pu créer l'albédo. Pour ça bien servir. Puis ça a causé bien des problèmes à François parce que les premières bandes avaient été surexposées. Fait qu'il y avait un défi de traitement important qui ont pris presque 1 à 2 ans de développement puis de financement. Donc, ce n'est pas un projet qui est facilement réplicable. Hein? Ça demande du financement, puis ça demande des experts, chercheurs qui font des algorithmes de traitement de façon importante aussi, comme apport. C'est pour ça qu'on cherchait une méthode assez simple pour faire les projets urbains avec des drones ou d'autres types de méthodes plus efficientes. En complément d'information, la caméra hyperspectrale avait une résolution de l'ordre d'1 mètre. Et un des objectifs de la caméra hyperspectrale, c'était justement aller chercher le type de matériaux avec la largeur de bande qu'on avait. Et
La conclusion principale qu'on est arrivé avec ça, c'est que la résolution d'un mètre n'est pas assez fine. Bon, pour une rue, un stationnement, on est capable, mais quand on tombe sur un trottoir qui a 1,60 m de large, ben, tu n'as jamais la pixel pure à 100% du béton. On est toujours mélangé avec l'asphalte, avec du gazon. Donc, c'était très difficile de caractériser le béton de trottoir dû à la résolution de la donnée. Ou alors avec un couplage avec des moyennes et vos données vectorielles, si vous connaissez exactement la répartition trottoir, etc. Mais effectivement, je vois les difficultés. Il y avait une étudiante en maîtrise avec François, justement, qui avait fait sa maîtrise là-dessus, puis elle arrivait avec des résultats de 40 à 50 puis c'était pas jugé satisfaisant par les unités municipales. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de se servir des pixels de haute résolution de l'imagerie, des photographies aériennes RGBI, là, pour aller faire une analyse végétale minérale, assez simplifiée, mais qui fait le travail à certains égards. D'accord, merci beaucoup. Autre question? Bonjour, je me suis déjà présenté tout à l'heure, mais aussi j'ai oublié de mentionner que je suis aussi j'ai un doctorat en traitement d'image, enchanté. Et ma question c'est plus, ça porte sur, bon la suite vous en avez parlé, mais après sur la possibilité de simuler l'évolution de la température, parce que là ce que vous avez affiché c'est plus des données statiques. C'est la méthode de recherche expérimentale, c'est d'amener une simulation d'un modèle, puis de souhaiter être capable de prédire ce qui va arriver, puis de le vérifier. Puis moi, je suis arpenteur géomètre. Puis je leur dis, si les modélisations des arpenteurs géomètres, on n'en fait pas. On fait des constats. Puis des constats qui aident aux gens à concevoir. Puis là, ils m'ont trouvé un modèle de recherche fait sur mesure, les sciences de la conception. Fait que moi, je fais des constats. Je fais un artefact, un modèle C d'inventaire, auquel j'associe les données que tu as vues. Puis c'est ça le résultat de ma recherche. Fait qu'à partir de ça, les professionnels, architectes, paysagistes, ingénieurs, peuvent prendre ces données-là, puis là, après ça, raffiner leur conception, s'ajuster. Fait que ma finalité, c'est pas de faire une modélisation, une simulation. C'est vraiment de faire des constats à des époques, puis d'une donnée professionnelle. Je suis dans le monde universitaire, puis les gens, ils font plein de modélisations, puis plein de simulations, puis curieusement, tu vois jamais leur nom sur le document résultat. Curieusement. Hein? Personne ne veut être imputeur. Puis là, ils ont toutes sortes d'inquiétudes sur l'intelligence artificielle. Ils m'ont dit, toi, Richard, je dis non, c'est comme un gars de TI, pas imputable. Je leur dis, veux-tu être responsable de cette donnée-là? Non, c'est le système. Non, c'est mon patron. Ah non, mets ton nom. Nous, on a mis nos noms pendant des années sur des documents. Puis on dit à d'autres, vous pouvez faire vos conceptions. Donc, on vous dit que la donnée est conforme. Puis si vous voulez que ça ne fonctionne pas, vous pouvez nous poursuivre. Puis notre succession, on a averti nos femmes. Quand on va mourir, peut-être, vous serez poursuivis. Fait que là, puis là, à un moment donné, j'ai dit à mes amis chercheurs universitaires, là, ils l'ont trouvé. Il dit, toi, Richard, tu fais un artefact, tu fais un modèle où tu fais des constats, puis tu viens alimenter la recherche scientifique par ces constats-là. C'est ça, ma réponse à ta question. Autre question? Mais merci beaucoup, Simon, Richard. C'est toujours un plaisir pour moi de vous écouter. Alors, vous avez vu la traduction à planter. Non, elle ne rigole pas. Elle a traduit en anglais. On est en train d'essayer de résoudre le bug. Elle a traduit en anglais, et on a vu curieusement sur un des moniteurs qu'elle traduisait le québécois en français aussi. C'était assez drôle. Et puis je pense qu'elle a jeté l'éponge. Mais à la ville, ils savaient que lorsqu'ils voulaient tester un logiciel, ils disaient, mettez-le dans le main de Richard, puis c'est certain qu'ils voulaient tester qu'est-ce qui fonctionne. Merci beaucoup.